Chers et chers collègues, nous allons reprendre notre après-midi de réflexion avec une présentation autour des périodiques du réseau Archirez et le signalement donc des revues d'architecture par Philippe Riquiero, qui est bibliothécaire documentaliste à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, et Sandra Boussaguet, qui est bibliothécaire à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Merci. Avec les commentaires ? Non. Bonjour. Bonjour à tous. Nous avons la lourde tâche de commencer à 14h. J'espère que ça ira. Faites des signes si on vous endort. Nous allons essayer de faire une petite présentation à deux voix. Voilà. Alors, le réseau Archirez, on va un petit peu revenir dessus. Qu'est-ce que c'est ? C'est le réseau des bibliothèques des écoles d'architecture en France. En 2019, ce réseau a eu 50 ans, donc ce n'est pas un nouveau réseau. Donc nous avons, il me semble, pas mal de choses à échanger et à partager, puisque nous avons un petit peu d'expérience. Il regroupe, comme vous pouvez le voir, 27 maintenant bibliothèques d'écoles d'architecture, avec aussi des écoles à l'étranger. Et ses partenaires comme l'école spéciale d'architecture, l'école Coamondo, la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Et puis, voilà, à l'étranger, on travaille aussi avec nos collègues de Bruxelles. Et puis Rabat, on a moins de... Récemment, on a eu peu d'échanges, mais elle fait partie du réseau. Alors, le réseau a pour mission de participer à la diffusion de la culture architecturale auprès des étudiants, mais aussi du grand public, puisque les fonds d'architecture sont souvent l'apanage de nos bibliothèques. Et nous sommes ouverts théoriquement aussi au grand public qui vient, enfin en tout cas en région, nous voir pour des consultations spécifiques. Aujourd'hui, les énergies de nos documentalistes se rassemblent autour d'un outil informatique, le catalogue commun, donc la base commune, et le portail qui vient d'être refondé après 2 ans de travail assidu. Et le portail, c'est le moyen d'accès au catalogue de nos bibliothèques. Notre logiciel est COA, si ça intéresse certains. Un logiciel libre. Voilà. Donc on est revenu un peu en arrière sur la formation du réseau parce qu'on arrive de loin. Alors un petit historique pour commencer. Les nouvelles écoles sont issues du décret de décembre 68. Elles ont été nommées unités pédagogiques. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été intégrées à l'université. À Paris, on en compte de 5 à 9, entre 69 et 75. C'est-à-dire que ça a commencé à 5, puis ça a augmenté. En province, 13, puis 14 à partir de 71, Saint-Étienne. Très tôt, la collaboration entre les unités pédagogiques a été mise en place, principalement pour la documentation en tout cas. C'était des petites équipes à chaque endroit. Et pour pallier les moyens sommaires en fait, de présents sur place, les documentalistes se sont unis très tôt, avec un système de coordination. Voilà, d'abord la conférence de l'enseignement, puis l'Institut de l'environnement, qui a fonctionné longtemps comme la référence qui centralisait les informations. On se réunit toujours en séminaire de documentalistes depuis ces années-là. On a conservé un certain nombre d'archives de ces séminaires sur lesquels qu'on peut consulter, qui sont intéressants parce qu'on peut se remettre dans l'époque un peu, comment on travaillait.
Donc les premiers pas de cette organisation commune de la documentation a présenté des thèmes qui sont toujours présents maintenant. Et donc trois thèmes que j'ai relevés sont l'informatique naissante. Donc à l'époque, il n'y avait évidemment rien. C'était des balbutiants. Et donc un grand intérêt des documentalistes pour passer par là, pour enregistrer la documentation, mais aussi par rapport à l'enseignement, parce qu'à l'époque, c'était assez lié à la pédagogie, les services de documentation. La constitution d'un thésaurus, dont vous avez entendu parler l'an passé, un vocabulaire fermé, donc spécifique au champ de l'architecture, né de la nécessité d'un langage d'indexage, comme ils appelaient à l'époque, commun. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas en France, en tout cas. Et le signalement des ressources, publié dans la presse spécialisée. Donc, protocole d'accord pour l'établissement d'un bulletin signalétique des articles de périodique a été adopté à l'unanimité au séminaire de Clermont-Ferrand en avril 70. Donc à l'époque, c'était... Vas-y. Oui. À l'époque, il faut imaginer que tout ça s'était fait avec du papier, des stencils. Chaque école dépouillait, c'était centralisé à Paris, redispatché dans les écoles. Enfin, quelque chose d'assez complexe. Mais bon. En 1970, 18 titres de revues sont attribués au dépouillement entre 14 écoles qui participent au travail du bulletin signalétique interunité, centralisé par le service de documentation. Alors en 1983, le service central cesse et on commence à envisager concrètement le développement informatique en réseau, en parallèle. J'ai sorti un texte qui était extrait d'un des comptes rendus donc de 83. Après avoir élaboré un thésaurus commun, il faudra rapidement établir une étude préalable de l'informatisation du bulletin signalétique des périodiques, actuellement géré par l'ENSBA, à la suite de la mutation dans cette institution des documentalistes du CERA. Donc c'est les documentalistes de l'Institut de l'Environnement qui est devenu CERA, qui sont partis à l'ENSBA. Et alors il semble anormal que le ministère de la Culture fasse pour nous ce travail de collecte et de mise en forme. Il a d'ailleurs été évoqué la suppression de ce service pour fin 83. Nous devons donc nous prendre en charge, aucun service interrupé n'existant plus dans notre domaine. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, comment fonctionnons-nous ? Alors, nous fonctionnons par système, comme nous sommes assez nombreux, par système de commission. Alors, Philippe et moi, entre autres, animons la commission périodique. Nous essayons, chaque commission se réunit au rythme qu'elle le désire. Nous, jusqu'au Covid, nous nous réunissions très régulièrement à Paris parce que c'est le plus simple, en fait. Quand on vient de partout en France, le plus simple, c'est de se trouver à Paris. Nous nous réunissions à peu près 2 à 3 fois par an. Aujourd'hui, le fonctionnement a un peu changé et nous allons essayer de nous réunir 1 fois par an physiquement, puisque comme vous le voyez sur cette diapo, nous tenons beaucoup à la convivialité. Nos commissions périodiques font l'objet d'échanges de spécialités culinaires de chaque région et c'est très important, nous y tenons. Avant d'aborder les problématiques de catalogage, voilà. Et puis 1 à 2, peut-être 3 réunions demi-journée en visio sur l'année pour résoudre, une réunion thématique en fait, pour échanger sur une problématique ou juste une évolution de fonctionnement. Un membre de chacune des bibliothèques fait partie de la commission périodique pour que chacun des sites soit au courant des décisions prises. Et puis, ça fait combien de temps ? Ça doit faire 2 ans maintenant que nous animons cette commission, un peu plus. 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Et au vu des effectifs de chacune des bibliothèques et du temps de travail nécessaire, nous avons choisi d'animer cette commission à 5 plutôt qu'à 1. Chacun ayant une spécialité. On verra ça dans la suite de notre présentation.
Bien sûr, Philippe assure la relation avec les autres commissions, dont particulièrement le comité de pilotage, qui a un œil sur l'ensemble des commissions. Et enfin, nous nous réunissons tout le réseau, cette fois-ci une fois par an, mais on en a un peu parlé tout à l'heure, 3 journées ou 2 journées étalées sur 3 jours. Et les écoles organisent ce séminaire à tour de rôle. Cette année, nous allons à Rennes. Alors, dans les différents sujets dont on a pensé qu'ils pourraient vous intéresser, le plan de conservation, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai mis ici un visuel du plan de conservation Auvergne-Rhône-Alpes parce que il me semblait qu'il résumait bien ce que voulait dire plan de conservation partagé des périodiques. Mais j'avais omis que nous avions des collègues qui en parlaient avant la pause ce matin, donc je pense que vous êtes très au point sur le plan de conservation partagé des périodiques. Il existe plusieurs plans de conservation, donc on a vu les régionaux, les thématiques, et puis nous avons créé notre propre plan de conservation, donc plan de conservation partagé des périodiques d'Archires. Pour l'instant, il représente une simple liste et chacun s'engage dans la mesure de ses moyens pour des titres de périodiques. Il reste très important parce que nos étudiants en architecture continuent à préférer le papier. Donc on a vraiment des volumes de périodiques très importants dans nos bibliothèques et toujours pas de place, comme beaucoup d'entre vous. Les plans de conservation peuvent cohabiter, c'est-à-dire que plusieurs de nos écoles et des bibliothèques de nos écoles participent à un plan de conservation régional et au plan de conservation Archires. Ça n'empêche pas. Je ne crois pas qu'il y ait de plan de conservation, que l'un d'entre nous participe au plan de conservation thématique, mais finalement nous en sommes un à nous-mêmes. Ce que j'ai oublié de dire, c'était que c'est ma collègue, notre collègue Valérie Hugo Huchette de Lille, qui est dans l'animation de la commission périodique, qui s'occupe des plans de conservation. Nous avons aussi des relations avec Mirabel. Je vais aller un petit peu vite parce que Sophie va développer Mirabel après. Donc, dans l'animation de la commission, c'est Cyrielle Avis de Lyon qui a pris en charge ce thème. Elle assure le suivi et la coordination du travail de toutes les écoles. Il faut savoir que 16 écoles participent à Mirabel et que nous suivons 102 revues. Ce qui est un petit nombre, mais c'est un bon début. Pour chaque revue, Mirabel propose des liens vers le texte intégral en ligne quand il existe, des sommaires, des résumés ou l'indexation, des articles. Tout ça, c'est Mirabel et je pense que Sophie développera un peu plus. Voilà, le portail Mirabel peut également servir d'outil de découverte si les possessions, les abonnements à des ressources numériques et les personnalisations sont bien paramétrés. Et ce travail-là, Cyrielle nous guide pour le faire dans chacune des écoles. Alors, bien que nos étudiants préfèrent le papier, nous nous abonnons quand même de plus en plus à des revues numériques. Nous avons une politique d'acquisition qui est en train de se développer, à la fois dans chacune des écoles et à la fois, politiquement, nous essayons de créer une dynamique nationale et d'essayer de convaincre le ministère de prendre des abonnements pour le réseau lui-même, ce qui soulagerait un peu les écoles. C'est Yannick Bernardi de Marseille, cette fois-ci, qui s'occupe particulièrement des revues numériques et de l'animation de la commission autour de ce sujet. Les revues, oui, ce que je voulais vous montrer là sur notre portail dont on a parlé tout à l'heure, c'est que, outre le fait de
s'identifier sous les notices de titre dans le SUDOC, titre de revue numérique, là je parle d'une revue numérique. Nous avons aussi souhaité faciliter l'accès aux revues libres, numériques libres, depuis notre portail. C'est-à-dire que, comme vous le voyez sur la diapo de gauche, il y a un onglet que nous avons appelé « Ressources en ligne ». Et avec la diapo de droite et le détail de cette partie des revues en ligne, Yannick s'occupe systématiquement d'amender la liste par ordre alphabétique des titres de revues, des revues qui sont accessibles librement. Ça, c'est un nouveau service que les étudiants apprécient beaucoup. Une autre des grosses parties qui nous est tombée dessus, oui, il faut que je change de diapo, pardon. C'est le bulletinage rétrospectif. Nous venons, il y a maintenant 1 an, de changer de version de notre logiciel de catalogage. Et donc je vous ai fait un petit avant-après, c'est-à-dire que précédemment, sur le portail, lorsque un de nos usagers faisait une recherche thématique, il tombait sur des articles de périodiques, lesquels ne renvoyaient à rien. Et comme nous sommes nombreux à dépouiller les articles, nous les indiquons comme en tout site, de manière à ce que toutes les bibliothèques puissent avoir accès à cette recherche. Mais ça n'indique donc pas du tout si le bulletin dont dépend l'article trouvé en recherche est présent physiquement dans l'école dans laquelle on est. Donc ça, c'était avant. Dans le nouveau portail, et grâce à un gros travail de bulletinage rétrospectif, on va pouvoir savoir, lorsqu'on est sur la notice de dépouillement d'un article, si le bulletin est dans la bibliothèque dans laquelle on est. Pour ce faire, c'est pour ça que je dis c'est un mal, nous faisons du rétrospectif. Toutes les bibliothèques ne bulletinaient pas dans l'outil de catalogage. Donc déjà, de nouvelles habitudes à prendre. Toutes les bibliothèques n'avaient pas généré des abonnements pour chacun de leurs titres de périodique dans notre outil de catalogage. Encore autre habitude à prendre. Et enfin, pour pouvoir gérer tout le rétrospectif, puisque un des fondamentaux du réseau Archires, c'était de se dire que la valeur ajoutée, c'est de dépouiller les revues qui parlent d'architecture, d'urbanisme, de patrimoine, de construction. Voilà. Et c'est le fond de notre catalogue, en fait. Même le SUDOC, il n'en veut pas de ça, donc on reste sur Archires. Voilà, donc il fallait vraiment faciliter l'accès à chacun de ces bulletins. Donc, comment on fonctionne ? On a listé les titres, on a un tableau commun à tout le monde. Une école s'engage à faire un modèle de tous les bulletins d'une collection. Donc, par exemple, l'architecture d'aujourd'hui, qui commence dans les années 30, voilà, et qui est un mensuel. Voilà, ça peut faire des gros bulletinages rétrospectifs. Et quand le modèle est fait, chaque école s'identifie et indique les bulletins qu'elle possède. Et ensuite, notre prestataire fait une manipulation qui fait que tout arrive dans le catalogue et que tout soit très simple quand on est sur le portail. Donc aujourd'hui, le signalement et l'analyse des revues, c'est le principal objectif de notre commission finalement, hein. On peut tout rapporter à ça. On continue d'enrichir la base donc avec des dépouillements de périodiques, ce qui réellement permet de faire vivre nos fonds, parce qu'on le constate tous les jours, les étudiants arrivent dans les étagères des périodiques anciens ou un peu plus anciens, grâce à ces articles, à ces notices d'articles de périodiques. Aujourd'hui, la base compte, sur le portail, sont répertoriées 135 000 notices de périodiques. On continue d'enrichir. L'analyse des contenus des périodiques se fait sur la même base depuis les débuts. Donc un dépouillement en français,
y compris pour tous les titres étrangers, avec des mots-clés, donc le thésaurus, et un résumé, un petit résumé. Donc c'est un travail qu'on fait systématiquement. Enfin, voilà. Aujourd'hui, 70 titres de périodiques sont dépouillés actuellement, mais évidemment, il y a beaucoup plus de titres qui sont dans la base, dont une dizaine sont traités au numéro. Donc ça, c'est une autre façon de signaler qu'on adopte depuis quelque temps dans le réseau. Et ça peut peut-être... Oui, voilà. En fait, un peu pour plusieurs raisons. D'un côté, le manque de personnel, enfin le manque de moyens humains pour dépouiller toutes les revues qu'on aimerait signaler. Et de l'autre côté, la réalité éditoriale, le désir de donner l'existence, de rendre compte de l'existence dans notre portail et dans le catalogue d'une réalité éditoriale, c'est-à-dire qu'on pouvait tomber incidemment par une notice d'article sur le numéro d'une revue qui était entièrement consacrée à un architecte et s'apercevoir qu'il y a ça qui est entièrement consacré à lui. Mais on les signale désormais à travers le SUDOC, voilà, sous forme de numéros, donc de monographie, de notices de livres, voilà, ce qui a posé pas mal de discussions dans le réseau aussi. Voilà. Le SUDOC nous permet ça, et désormais il nous permet aussi de le faire assez librement, puisque jusque-là on était contraint de le faire pour les ouvrages qui avaient un titre propre. Voilà. Donc ça c'est notre pratique. Merci. Donc nos environnements de travail sont multiples. On a notre SIGB, donc le COA. D'autres bibliothèques du réseau ont un deuxième SIGB, par exemple à Strasbourg, celui des bibliothèques de Strasbourg. Et puis on a WiniBW, le SUDOC. Et on fait dans le SUDOC, donc on a le contrôle maintenant sur les notices titres de périodiques qu'on peut créer ou enrichir avec des mots-clés et des résumés, et des noms de rédacteurs en chef aussi. On crée des notices de monographie dans le SUDOC, et on y a ajouté tous nos états de collection à travers le Collodus, qui est un sous-site en fait du SUDOC qui est beaucoup plus ergonomique. Voilà. Oui, et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que quand on catalogue dans le SUDOC, une passerelle nous ramène la notice dans notre SIGB, donc le COA, et le lendemain, on fait une indexation avec notre propre thésaurus, parce que Rameau n'est pas toujours assez précis pour les ouvrages que nous traitons, d'où un travail encore supplémentaire. Les revues électroniques, je vais passer un petit peu vite. C'est Yannick qui est le spécialiste des spécialistes. Mais ce qu'il m'a dit de vous dire, c'est qu'effectivement, en termes de catalogage, le catalogage des revues, des notices de revues électroniques est de plus en plus formalisé à l'image du papier. Il vient de suivre une formation SUDOC et il est sorti un peu déprimé, c'est pour ça que je vais passer un peu vite. Mais ça implique aussi que nous soyons sans arrêt en train de nous former et de nous spécialiser. Et puis ça nous fait nous poser des questions aussi. Que cataloguer ? On ne va pas cataloguer le web. Est-ce qu'on catalogue et le papier et le numérique quand c'est doublon ? Est-ce que voilà, donc je suppose que vous avez aussi ce genre de questions que nous n'avons pour le moment pas résolues. Voilà, donc on est plutôt en train de se poser des questions que d'en résoudre là sur ces deux dernières diapositives, et c'est les angles morts de la documentation, on a appelé ça comme ça. Qu'est-ce qu'on choisit de dépouiller ? Pourquoi on continue de dépouiller des revues qui ont plus le même contenu éditorial qu'auparavant, la même qualité ?
comment on juge ça entre nous? Qu'est-ce qu'on décide? On est dans des habitudes, mais pourquoi on n'en changerait pas un petit peu? On est forcé aussi d'en changer parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et puis on est forcé aussi d'en changer parce qu'il y a une évolution de la vie éditoriale. Et on est des observateurs, nous, en tant que documentalistes, des observateurs privilégiés de l'évolution du monde de l'édition, au fond. Voilà. Donc, quel regard on a là-dessus? Voilà, c'est des questions. Hein, donc, une réflexion sur la pertinence des choix de dépouillement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure un petit peu, le choix de lieu de dépouiller par article, de dépouiller un numéro entier de revue, c'est quand même du temps gagné, même si on choisit de rajouter tout le sommaire, de mettre beaucoup de noms d'auteurs, etc. Mais enfin, on gagne quand même du temps. Et puis, dans ce monde qui évolue, nous avons vu se développer des moyens de diffusion des idées qui ont dépassé largement la presse traditionnelle, évidemment, vous savez, imprimée. Donc, nous avons déjà assumé, on est en train d'essayer d'assumer les versions électroniques des revues qui existent originellement imprimées. Mais quelle place choisirons-nous de donner dans notre catalogue aux formes hybrides? Donc, ces revues électroniques qui paraissent sous forme native électronique, des blogs aussi, qui sont ces endroits où, pour certains, qui occupent une place importante dans la diffusion des idées et du débat sur l'architecture. Donc on ne peut pas continuer à ignorer ça tout le temps. On dit on ne va pas cataloguer le web, mais peut-être, enfin, jusqu'où on peut rester sur cette affirmation? Moi, je ne sais pas. Voilà. Et puis dans les choses qui font évoluer aussi, bon, je voulais en parler vite fait, mais c'est qui font évoluer aussi nos pratiques, c'est d'autres façons de chercher. Oui. L'océrisation, je l'ai écrit là, mais des articles. Les recherches, l'océrisation permettant la recherche plein texte sur des documents numérisés participe à la valorisation de nos collections aussi d'une autre manière, puisqu'on peut chercher autrement aussi. Donc je fais référence aussi à tout ce travail qui est fait par la Bibliothèque de la Cité de l'Architecture sur la numérisation de nos anciens périodiques. C'est fantastique. Et c'est d'autres façons de tomber sur les documents, quoi. Et puis la connaissance des enjeux pédagogiques de nos écoles aussi, qui fait partie de... Voilà. Donc pour terminer cette vignette qui est illustrée avec un extrait d'un compte-rendu du séminaire de 70, donc un des tout premiers, deuxième ou le troisième, où pour organiser la documentation, il a été publié des fiches de poste types, donc trois types principales, celle de documentaliste responsable, celle de sous-bibliothécaire et celle de magasinier. Et dans la fiche de poste du documentaliste responsable de service, la première chose qui vient, c'est ça. Il doit connaître la discipline à laquelle appartiennent les documents qu'il aura à traiter, soit grâce à une formation théorique en licence, soit grâce à une expérience acquise dans cette spécialité. Voilà. Et en deuxième, il doit connaître les techniques documentaires. Bon, évidemment, tout a changé, mais voilà, j'ai cette petite phrase. Un projet de statut documentaire propose des fiches de poste type qui laissent songeur à l'heure où l'implication des documentalistes dans la matière, donc la pure architecture pour nous, qu'ils documentent est devenue facultative, parce que c'est pas ce qu'on demande en premier, évidemment. On a tous un intérêt pour ça, et dans le réseau, d'ailleurs, on est assez peu, sauf dans les nouveaux profils qui arrivent, mais on est assez peu à l'origine des purs documentalistes. On arrive tous d'autres endroits, souvent l'histoire de l'art. Enfin, on a été formés à la documentation sur le tas, pour les gens qui ont formé le réseau il y a 10 ou 20 ans, au moins, voilà. Et des réflexions surgissent, questionnant le sens de notre travail, gouvernés par des outils auxquels sans répit il faut s'adapter et qui aujourd'hui occupent toute notre réflexion et notre énergie. Donc la question qui se pose aussi pour plein de gens, évidemment, on ne peut pas se passer de ces outils et c'est fantastique de les avoir et de considérer tout ce qu'ils nous permettent de faire. Mais parfois, on a l'impression de confondre un peu l'objet du travail avec l'outil.
et d'être... Enfin voilà, c'est une réflexion un peu générale sur la prégnance du numérique et de la digitalisation dans nos vies, mais voilà. Merci. Et on voudrait remercier donc toute l'équipe de Anne Cardinal aussi pour l'accueil et l'organisation, parce que c'est très impressionnant. Voilà, le petit soin et comment ils nous ont guidés là-dedans, parce que c'est pas, voilà, ça a été très très bien fait, très rassurant. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Avant qu'on passe à l'intervention suivante, est-ce qu'il y a peut-être des questions ? Sinon, on fera un deuxième round de questions juste avant la pause. Après l'intervention qui suit maintenant, mesdames, sur la base spécialisée Art et Design, la BZAD, de son petit nom, du réseau BEAR, dont il a déjà été un petit peu question ce matin, et qui est un exemple de dépouillement et de catalogage partagé. Donc, les intervenantes sont Juliette Beorchia, qui est coprésidente toute récente du réseau BEAR et responsable de la médiathèque de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, et Marie-Hélène Desestrées, qui est responsable de la médiathèque de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Et merci à toutes les équipes. Merci à Paul-Emmanuel Bernard, Jérôme Bessières, Anne Cardinal, Sophie Dérault, Marie Ferrini, toutes nos collègues du comité scientifique et vous présents. Et puis une pensée à tout le réseau BEAR, BER ou BIR, comme vous voulez. Pour ma part, ce sera BER. Voilà. Je vais essayer de faire pareil. Donc Juliette Beorchia, je travaille à l'école d'Aix en effet depuis 2018, responsable de la médiathèque. Marie-Hélène. Marie-Hélène Desestrées, responsable depuis 2011. On va voir que mon arrivée dans le réseau coïncide avec la création de l'association. Et voilà, je ne sais pas, je suis un bébé bear. Et encore plus bébé voilà. bear. Bien que j'ai rejoint le réseau à l'époque, il y a déjà 10 ans, en étant membre associé, en étant bibliothécaire au FRAC de Franche-Comté à Besançon. Et moi, j'ai découvert les écoles d'art en arrivant en 2011. Donc, je venais d'horizon, plutôt bibliothèque publique, librairie aussi. Enfin, voilà. Bon. Alors, Marie-Hélène nous fait le cadeau, et on est très, très heureux de nous accueillir en septembre pour les rencontres 2023, les rencontres professionnelles. Donc, merci Marie-Hélène, et on se réjouit. Je remercie aussi toute l'équipe qui travaille avec. Donc, je vais commencer, c'est une partie un peu courte, mais qui va faire quelques rappels, un peu un parallèle à nos collègues d'Archires, parce que finalement, il y a des dates qui concordent, et puis une manière de travailler et de travailler ensemble qui concorde aussi. Et puis, j'enchaînerai sur les questions plus, entre guillemets, techniques et plutôt d'organisation, vraiment... on ne va pas tellement parler de l'interface publique, ouais, mais plutôt de tout le background de la base. Donc, comment marche cette petite machine ? J'appuie là ? Non, j'appuie là. Comment ça marche en fait ? C'est ça ? C'est ça ? Non. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors, quelques repères. Je vais aller très vite là-dessus, puisque en 2019, notre chère collègue Cécile Liger, qui a pris sa retraite depuis, nous avait fait un exposé incroyable, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur toute l'histoire, en détail, c'était parfait. Donc moi, je reviens sur quelques points. Là, j'ai mis quelques dates, mais je vous raconte. Donc, le réseau existe de manière informelle depuis 1976, suite donc à la réforme de l'enseignement dans les écoles d'art au début des années 70-72. Donc, il se crée autour du rôle pédagogique que jouent dès lors les bibliothèques dans les écoles d'art et de design autour des disciplines enseignées. On rappelle donc que la médiathèque de l'École des Beaux-Arts de Paris joue un rôle essentiel dans le développement de ce réseau,
puisqu'elle a centralisé à partir de 1978 le travail de dépouillement des revues conservées par les différentes bibliothèques, qui donc, dès cette date, ont réalisé un dépouillement partagé. Nous parlons là du bulletin signalétique des arts plastiques. L'école est par ailleurs, à ce moment, lieu de formation et d'échange autour des questions relatives à la diffusion de l'art contemporain et du rôle pédagogique, je le rappelle, de transmission et de contextualisation que jouent ces bibliothèques dans les écoles. En 1986, ce bulletin est transféré dans une base de données dédiée et devient progressivement interrogeable sur le web. Et là, je vais très vite, mais je fais vraiment des bonds dans le temps. Mais en 2009, on sait que la médiathèque de l'École des Beaux-Arts de Paris n'est plus en mesure d'assurer le maintien de l'outil. Et donc, les autres bibliothèques du réseau se manifestent à ce moment-là, manifestent en tout cas le désir de continuer le travail. Elles créent ensemble l'association BEAR, ou BEAR, qui se crée en 2011. Et en 2013, le ministère de la Culture verse une subvention pour le développement de la base spécialisée art et design. Alors, un point sur les missions de l'ASSO en son entier et à l'intérieur, le bureau qui a un rôle de communication, de fédération. Voilà. Donc, vous avez les points. Moi, j'ajoute 2-3 choses. Le réseau compte 42 bibliothèques d'écoles d'art territoriales et nationales, et françaises et de Monaco. Donc, 8 nationales, 34 territoriales. Ainsi qu'une dizaine de partenaires associés représentant dans son ensemble une centaine de professionnels issus de cursus artistiques, des métiers du livre, de la documentation ou des formations en histoire de l'art. Nos bibliothèques sont plutôt de petite taille, conservant des collections allant de 8 000 à 50 000 ouvrages, proposant entre 20 et 50 abonnements. À noter aussi que 60% des bibliothèques conservent un fonds ancien. La force de nos bibliothèques est qu'elles demeurent indispensables à nos établissements d'enseignement supérieur. Ce sont des points de rencontre et de convergence, laboratoires de recherche, toujours plus lieux de formation. 90% de nos bibliothèques organisent des actions de formation auprès de leur public, étudiants. Lieu d'accueil, d'orientation, de prévention, mais aussi de détente. Et j'ajoute que tout ça s'adresse à un public de l'enseignement supérieur, nos étudiants, nos élèves, mais aussi aux élèves des pratiques amateurs, cours du soir, etc. Et enfin, à tous les publics qui souhaitent venir nous rencontrer. Le rôle de l'association BEAR est bien de valoriser toutes ces casquettes et de répondre aux missions d'aide à la recherche qui lui incombent. En gérant d'abord notre base commune, répertoriant nos collections de revues, les mémoires de fin d'études et de recherche, et en signalant les publications des écoles. Mais la question du partage des connaissances et savoir-faire entre membres du réseau, partenaires et écosystèmes de l'édition et des arts visuels est fondamentale. L'organisation des journées professionnelles répond chaque année à ces besoins d'échange. La lettre d'information trimestrielle apparue en 2020 pendant la crise du Covid vient soutenir et compléter ces échanges. BEAR propose ainsi l'accès à des ressources expertisées par des professionnels de la documentation en art et en design, qu'elle relaie également notamment via son compte Facebook et via le service web de curation Pearl Trees. L'association négocie des tarifs privilégiés pour des abonnements collectifs à des ressources en ligne, telles Tank, Arte Campus, Switch and Paper par exemple. Enfin, elle tisse des partenariats avec des structures documentaires, des musées et des FRAC, des bibliothèques de l'enseignement supérieur, les structures liées à la création, comme récemment le réseau Documents d'artistes. Elle participe, et ça on le sait, donc activement au réseau qui anime et soutient la création artistique et la recherche en art, en étant membre donc, du CIPAC, du comité scientifique des bibliothèques de l'INHA, et enfin membre associé de l'ANDEA, Association des écoles d'art. Je vous passe un
Donc voilà, membre du bureau, actuellement, bureau pure région sud, c'est un hasard, mais voilà, donc Juliette, c'est moi, Solveig qui intervenait ce matin, Claire, ma collègue, Christine Madessian, collègue de Solveig, Fabien et Marie de l'école d'Arles. Donc, le premier, pour juste une petite parenthèse, le premier bureau de l'association était Rhône-Alpes. Oui. C'était aussi une pure coïncidence, mais c'était Grenoble, Saint-Étienne, Lyon, Clermont-Ferrand, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Bon. Et donc il y a eu de manière très informelle une évolution comme c'est. Voilà, il y a quelque chose d'efficace là-dedans, c'est qu'on est assez proche géographiquement, donc on peut voilà, travailler ensemble, en tout cas main dans la main, même si c'est en visio, mais en tout cas on se concerte et on arrive à travailler en plus de toutes nos activités. Petit rappel, c'est une asso financée par les écoles d'art, par les membres associés et par les personnels des bibliothèques à titre individuel, ce qui est important. Voilà. Donc ces recettes permettent pour l'essentiel l'hébergement et la maintenance du catalogue et du site PMB, donc base spécialisée art et design, et enfin l'organisation des rencontres. Ici, vous avez un petit aperçu de toutes nos écoles et ici des partenaires. Voilà. Donc maintenant, je vais faire ce petit focus sur les rencontres parce que c'est important de vous raconter comment elles fonctionnent et ce que ça nous apporte. Et ensuite, je vous parlerai de cette lettre d'info qui est un peu nouvelle, pour te laisser la parole. Oui, je t'en prie. Parce que je prends beaucoup de temps déjà. Les rencontres. Jolie photo de la dernière qui a lieu donc à l'école d'Arles. Voilà, petite photo de groupe, c'est le petit rituel. Donc ces rencontres se déroulent en moyenne sur 2 ou 3 jours, comme vous en fait à peu près, dans une école du réseau. On essaie le plus possible de varier géographiquement et temporellement, à savoir qu'une année sur l'autre, on essaie de le proposer début juillet ou début septembre l'année suivante. En fait, pendant les périodes creuses, c'est-à-dire soit après les passages des diplômes et les réunions pédagogiques de fin d'année, soit avant les rentrées universitaires. Tout ça dans un souci d'équité au vu de la complexité des déplacements pour les unes et les autres. Donc l'idée est d'accueillir les membres du réseau sur un territoire, celui de la bibliothèque déjà, celui de son école et puis plus largement de sa localité, notamment culturelle et artistique. Donc le temps se partage entre d'une part l'Assemblée générale bien sûr, les réunions de travail sur les thématiques qui nous animent. Donc je vais vous montrer la diapo après qui énumère les différents groupes. Des rencontres et des conférences avec des professionnels liés à l'édition, en art visuel, aux problématiques bibliothèques économiques et le plus possible qui sont installés sur le territoire. Une sorte de circuit court. Voilà. Et de l'autre côté, des visites bien sûr de la bibliothèque, de l'école et des sites culturels et artistiques de la ville et de ses alentours. Les journées sont aussi conçues, et ça c'est important pour nous, pour laisser des temps de pause, de la convivialité qui nous permettent de continuer de poursuivre nos échanges et nos pratiques et de partager les difficultés, trouver les solutions, etc. Donc là, nous avons les 8 groupes de travail actuels. Donc, on travaille sur la politique documentaire, DUMA, donc dépôt universitaire des mémoires après soutenance. C'est engagé par quelques écoles, notamment l'école de Nîmes avec Marjorie, qui commence à rentrer dans le dur de cette question. Le plan de conservation partagée des périodiques, les écoles d'art françaises et leurs archives, Rameau, évolution de la BSAD, ressources numériques et le Portrees, enfin communication du réseau. Je passe à la lettre d'info. Ça va être très rapide. En fait, là, je vous ai fait quelques diapos pour vous montrer à quoi elle ressemble. Hop. Les sortes de palmiers que vous avez vus, c'est la photo de la serre qui est à côté de la bibliothèque de l'école de Saint-Étienne. Rapidement, donc, la lettre d'information, elle a été envoyée en décembre 2020, donc, dans ce contexte très difficile du Covid, dans un besoin de retisser des liens professionnels et de faire le bilan de ces périodes aussi, où nos métiers ont dû trouver des solutions et des réponses inédites pour nos publics. Donc elle est envoyée chaque trimestre, elle est collaborative, les membres sont invités à transmettre au bureau toute information et suggestions importantes concernant la vie du réseau. Elle permet d'accueillir nos nouvelles et nouveaux collègues et aussi de dire au revoir aux autres. Elle rappelle les attentes et les avancées des groupes de travail. Donc voilà, elle fait le point, elle remet un peu sur rail si jamais on est un peu, on traîne un peu. Elle propose des focus sur des ressources nouvelles et inédites. Et elle propose des sondages. Le dernier en date,
je cite, « Mouvement au sein des écoles d'art, partagez votre expérience ». Voilà, qui nous permet, nous, bureaux, peut-être de recenser les difficultés de nos collègues. Voilà, c'est une lettre d'information qui est générée par la plateforme d'envoi Sandy Blue, pour lequel nous payons un abonnement. Je termine sur cette petite diapo. Le bureau vous adresse à toutes et tous ses meilleurs vœux, donc envoyés en janvier 2023. BER, donc bienveillante, enthousiaste, ambulante et respectueuse. 4 adjectifs en forme de pied de nez à l'amorosité ambiante, dessinant le portrait d'une bibliothèque d'école d'art idéale dans un écosystème serein et dynamique. Nous saluons le travail de nos collègues. Certaines, piliers de l'association, viennent de partir à la retraite, nous laissant un fort héritage empreint de professionnalisme, d'entraide et de bienveillance. Ce chapeau leur rend hommage et le remercie vivement. Et accueille par la même occasion nos nouvelles et nouveaux collègues avec optimisme, même s'il faut le dire, l'inquiétude monte concernant l'avenir des écoles d'art territoriales. Je te laisse la parole. Oui. Donc, on pourrait parler longuement de la question de l'avenir des écoles et de leurs difficultés, mais ce n'est pas le but. Et on va essayer de... Là, je vais essayer de vous montrer un petit peu la manière dont on fonctionne en interne. Et ce n'est pas sans rappeler, peut-être avec sans doute des différences, l'exposé précédent. Enfin bon, il y a des points communs, évidemment. Donc là, on va juste rappeler un petit peu l'interface publique, avec recherche avancée, recherche simple, les derniers numéros de revue et les publications des écoles d'art, puis d'autres petites choses. Donc le fonctionnement en réseau. Donc d'abord quelques chiffres. Il y a à peu près en ce moment 90 revues dépouillées de périodicité très différentes, plutôt des revues vivantes, sauf certains collègues qui ont eu envie en particulier en graphisme, je cite Amiens par exemple, qui a décidé de faire tout le rétrospectif de la revue Graphiste, qui est une revue historique de graphisme. Environ 2000 dépouillements par an, ça c'est le chiffre 2022. Comme c'est en train de revue de remucrer, enfin je ne vais pas tout dire, les nombres de notices. Alors bien sûr il y a des dépouillements d'art, mais il y a d'autres sources et le catalogage des mémoires d'étudiants se fait depuis plusieurs années. Et avec résumé et mots-clés. Et ça fait pour certains, quand on n'a pas le même système, un double catalogage, ce qui n'est pas toujours évident. Donc nous, par exemple, heureusement qu'on a une monitrice étudiante qui le fait, mais ça fait effectivement double catalogage pour tous nos mémoires et on est à assez grosse école, donc c'est assez important. Et puis, l'interface publique, il y a 4 autres bases pour une interrogation élargie. Et donc là, c'est du plein texte, ce qui n'est pas la BSAD. Donc, OpenBiba, Érudit, Kern et Open Edition, ce qui permet de relancer dans ces bases une recherche qu'on fait avec la BSAD. Alors, les particularités de la base. D'abord, elle est accessible à tout le monde, et je le précise parce que il y a eu un débat au moment, parce qu'en fait il y a eu au moment de la création de la BSAD, il y a eu toute la rétroconversion, ça a coûté un petit peu cher pour les écoles, le ministère et l'ANDEA qui a participé, et un de nos financeurs avait émis l'idée qu'il fallait faire payer aux personnes extérieures au réseau. On a tenu bon, on n'a pas souhaité le faire, et on a gardé le cap là-dessus. Alors après, on a eu tort ou raison, je ne sais pas. C'est vrai que le financement n'est pas évident, mais en même temps, ça nous semblait d'abord complexe à mettre en œuvre, et puis bon, on a envie aussi de faire partager les choses, et c'est un petit peu cette idée-là qui a présidé. Donc l'enregistrement est permanent, et puis la BSAD, le BSAP, le Multidisciplinarité des arts plastiques, avec la caractéristique des traits art contemporains. Et aujourd'hui, je dirais que la base reflète les collections des écoles d'art qui se diversifient beaucoup. Alors évidemment, quand il y a un design et qu'on a des questions sur les huîtres, évidemment, nous n'allons pas nous mettre à dépouiller de la zoologie marine,
Mais malgré tout, on a essayé vraiment d'ouvrir beaucoup plus au design graphique, même quelques revues de sciences humaines qui sont très importantes pour nous, même si c'était plutôt des revues à la frontière, avec des penseurs aussi, des théoriciens qui aussi enseignent dans nos écoles d'art. Là, c'est pas anodin, comme la revue des générations qui est produite en école d'art, ou Multitude. Donc nous, on avait un enseignant qui enseignait à l'école. Voilà. Et le numérique, les revues sur l'art numérique, et quelques revues de cinéma. Alors, les autres particularités, donc, on a parlé tout à l'heure d'un logiciel PMB, j'ai entendu. C'est un SIGB, dont seule une partie est utilisée, c'est-à-dire catalogue, statistique, et la base des lecteurs de ce SIGB sert aux utilisateurs de la base. Alors, une des particularités, c'est que ce n'est pas en marque. J'ai l'habitude de dire, comme Jacques Roubaud dans La Belle Hortense, que vous connaissez sans doute, puisqu'il parle de bibliothèque, parle du Canada Dry de preuve. Ça ressemble beaucoup, c'est du Canada Dry d'Unimark, de marque, mais ça n'en est pas. Alors, je pense qu'on pourrait faire un jour où ça passerait en marque, faire une conversion, mais en tout cas, ça n'en est pas. Donc, c'est aussi une habitude à prendre. C'est parfois plus simple aussi. Le plus gros problème que nous ayons, c'est en fait les autorités ne sont pas intégrées. On les crée toutes à la main. Donc, on va y revenir. La prise en main de la base est quand même relativement facile, sauf pour l'autorité dont la procédure, la création des autorités est quand même source d'erreurs. Comme c'est pour l'instant, je suis la principale personne qui corrige, qui veille, voilà, je vois un petit peu les problèmes que ça peut poser. Et puis, comme d'autres bases, on a une sécurité avec l'installation d'un certificat. Alors, je vous ai fait un petit exemple là, c'est l'interface publique. J'ai pris une revue Azimut, qui est la revue de notre école, comme c'est nous qui faisons le catalogage, s'il y a des réclamations, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc voilà comment ça se présente en interface publique, avec les numéros au-dessous. Et voilà comment ça se présente dans l'interface de saisie. Voilà. Donc là, on voit la notice du périodique, ensuite les différents numéros avec les petits paniers qui sont les dépouillements. Là, le dernier est en cours, c'est pas terminé. Et ensuite, les différents articles, la liste des différents articles, et enfin, une notice, voilà, je disais que ça ressemble un peu à du marque, mais ça n'en est pas. Et les localisations. Alors, les localisations, ces localisations sont uniquement... en fait, il y a eu un débat, est-ce qu'on rend des localisations de revues qui ne sont pas dépouillées? Non. Il n'y a pas l'intégralité des périodiques des bibliothèques dans la base. Ne sont présentes que les revues dépouillées et les localisations également, avec parfois le rétrospectif et d'autres fois, en général le rétrospectif. Je pense qu'il y a encore des manques. Et puis les revues en cours, dépouillées en cours. Voilà. Alors, ce dépouillement, quels outils nous avons pour coordonner? J'espère que je déborde pas. Alors, c'est à la fois la coordination et l'harmonisation. Donc, il y a un gros travail qui a été fait par des collègues tout au début de la rétroconversion de la base, avec un aide-mémoire extrêmement détaillé, voilà, pour chaque type de document. Les recommandations pour la saisie des autorités, qu'on a été deux à faire, qui sont des rappels. Alors, peut-être que j'en reparlerai après, mais disons tout de suite,
Il n'y a pas forcément dans les écoles d'art une culture rameau, entre guillemets. Et pourtant, après une analyse extrêmement approfondie, on a décidé, pour les nouvelles notices, de passer à rameau. Avant, il y avait le vocabulaire des arts plastiques, qui malheureusement qui a été plus maintenu, mais qui était beaucoup plus souple et beaucoup plus adapté. Ça rappelle aussi votre réflexion dans Archirès sur un thésaurus très spécialisé qui répond mieux aux besoins. Après, la question, c'est maintenir un thésaurus, et c'est encore une autre aventure. Et moi qui viens de bibliothèque publique plutôt, je me rendais compte aussi d'un décalage avec les formations d'autres collègues. Et c'est un souci dans la base de données. Bon, les choses ont tendance à se lisser, mais au début, ça a été très compliqué pour Rameau. Alors on a fait toute une étude en regardant pour un certain nombre de dettes ce qui serait plus adapté pour l'autre, et puis finalement, collectivement, on a opté pour Rameau. Voilà. Ça ne veut pas dire que les deux thésaurus continuent à cohabiter, évidemment, pour l'indexation ancienne. Voilà. On fait des formations à chaque rencontre annuelle, et puis au fil de l'eau si besoin, voilà. Et il y a des personnes et groupes ressources dont on va reparler, mais qui rejoignent aussi ce qu'a dit Juliette tout à l'heure. Et parfois, des agences téléphoniques. Hello, j'ai fait une bêtise. Alors, dans la coordination, il y a un groupe qui s'appelle le groupe paramétrage, qui est en fait formé essentiellement, et ça, il faudra penser l'avenir pour nous, de personnes, parce que des personnes qui ont participé justement au paramétrage et la rétroconversion, et qui commencent à... Il y a une personne très importante qui va partir à la retraite à la fin de l'année, au début d'année prochaine. Et tout ça, il faut organiser la transmission sur vraiment les questions purement techniques. Voilà. Un groupe, alors dans le groupe paramétrage, il y a aussi les rameaux. Chaque année, on fait, il y a un suivi, une veille des dépouillements et les alertes sur les personnes qui sont en difficulté. Comme disait Juliette, il y a des personnes qui sont seules dans leur bibliothèque, parfois pas à plein temps. Et donc, il faut dire, si on est en difficulté, il faut le signaler. Et ça se fait souvent au moment des rencontres annuelles. On fait un point. Là, on va le refaire. Et voir aussi s'il y a des moyens de se répartir les tâches sur certaines revues particulièrement lourdes à cataloguer. On fait un choix concerté de nouvelles revues avec plein de réflexions qui rejoignent aussi celles d'Archirès. Quoi choisir, quelles interactions avec d'autres bases. Et puis, voilà, est-ce que des choix peuvent être incongrus ? Enfin, voilà, la revue Sensibilité, par exemple, qui a une vue de sens humaine, voilà, c'est quelque chose qui a été choisi, et je pense que c'est utile. Mais parfois, on peut aussi discuter la remise en cause des revues qui pourraient être, qui ont dépouillé depuis plus longtemps. Alors, il y a le groupe Rameau, qui est formé, mais qui doit encore vraiment s'adapter voir comment il va travailler vraiment ses modalités de travail. Voilà. Bon, je passe vite parce qu'on en a déjà parlé. Et le groupe Airtrise, là, c'est de la veille sur les revues en ligne. Bon, les 3 niveaux de description qu'on a vus. Les difficultés qu'on a aussi, c'est-à-dire qu'il y a 2 listes pour les noms de personnes et de collectivités, donc ça veut dire qu'il faut faire en plus avec pas la même saisie. Donc là, il y a aussi un gros travail à faire sur l'harmonisation entre les 2 listes. La question qu'on rencontre avec Rameau, c'est vraiment, on fait des copier-coller et les mises à jour se font à la main, donc ça veut dire que on fait quand on peut. Et en plus, on a, il y a des problèmes de saisie qui sont complexes, donc c'est source d'erreur et on ne fait pas de vedette construite. Donc ça veut dire qu'on fait que ce qu'on trouve dans Rameau et on ne construit pas de vedette et pas de sous-vedette. Pour l'instant, c'est notre règle. Mais bon, ça va dans le sens aussi de l'évolution de Rameau, donc on n'est pas complètement hors des clous, c'est ce qu'on se dit. Voilà. Et puis, la cohabitation 2 indexations sujets qui existe encore dans la base, aussi source d'erreurs. Et donc, peut y avoir des erreurs, et donc, de nouveau, des personnes qui choisissent le vocabulaire des arts plastiques, plutôt que Rameau. Donc, on corrige ça aussi.
quand on voit, parce qu'on ne peut pas les repérer. Et voilà. Et ça, c'est plutôt moi qui m'en charge pour l'instant. Ensuite, avec le groupe Rameau, je pense qu'on va pouvoir se répartir les choses. Les corrections de nouvelles autorités, donc là, vraiment la veille sur les nouvelles autorités. Voilà, on peut voir les derniers sujets créés. D'ailleurs, il y a une belle faute que vous pouvez voir. Donc, ça a été corrigé depuis. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle vedette. Et ça, on va dire 1 à 2 fois par mois, je me charge de tout vérifier, de rajouter les dates aux auteurs, etc. Et voilà, ce qui est le plus complexe ensuite, c'est la coordination et le rôle de rappel aux collègues des règles qu'on s'est fixées, ce qui n'est pas toujours simple et on a l'impression parfois d'être un gendarme ou la maîtresse d'école, et ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Mais bon, on arrive à le faire quand même, et on va sans doute en reparler, voir toutes ces questions aux rencontres annuelles. Et puis, une petite conclusion. J'espère ni d'avoir été trop rapide ni trop longue. Voilà. Donc, on voulait rappeler aussi que la répartition des tâches qui est concertée en fonction des forces de chaque bibliothèque, ça, c'est quelque chose... en fait, on n'est pas forcément très fort tout seul, et c'est le réseau qui à la fois réconforte et puis nous permet de... Moi, je suis toujours épatée d'arriver à faire cette base avec l'impression qu'on n'a pas jamais de temps. Donc, je ne sais pas si c'est magique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne malgré les difficultés qui sont parfois importantes. Et puis, il y a toujours cette attention qu'on essaye de maintenir, dont parlait Juliette, aux nouvelles personnes arrivant dans le réseau. Et on aimerait, moi personnellement, j'aimerais être plus attentive à ça, surtout que souvent je suis chargée aussi des formations. Donc ce collectif qui est Azatou, et le partage, la transmission des savoirs, les réflexions, les projets en commun, la solidarité professionnelle, voilà, toutes ces questions-là sont très importantes dans ce collectif qui dépasse largement la BSAD, même si notre association a été créée, le réseau existait déjà, mais l'association a été créée pour la BSAD, pour les financements. En fait, on est très content qu'elle soit là, très contente. Et pour la suite, alors il y aurait des projets aussi. On aimerait avoir des moyens supplémentaires pour la coordination, parce que l'harmonisation de la base, ça prend du temps. Alors ça, le précédent bureau qui s'est séparé donc, en septembre dernier avait œuvré en ce sens, en adressant des courriers au ministère pour faire court, et n'a pas obtenu de réponse. Voilà, au moins une personne à mi-temps qui serait dédiée à ça, pour la coordination du réseau, pour éventuellement tout ce qui est relation avec et les évolutions, parce qu'en fait, pour revenir à Rameau, notre PMB nous avait promis l'intégration de Rameau, et là on suppose très fortement qu'on ne l'aura jamais. Donc je pense que si pour remporter le marché ils ont dit ça, et que finalement ils ne l'ont jamais fait. Et c'est PMB lui-même, c'est pas seulement pour notre base. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a un gros travail à mener pour la valorisation de la base, la valorisation de notre travail, aussi bien auprès des étudiants, mais aussi auprès des chercheurs. Et je vois par exemple que l'Université d'Arts Plastiques est voisine, qui n'a aucune base de données payante, puisque à Saint-Étienne, ils n'ont pas de base de données payante en art. Donc tous les étudiants viennent chez nous et ils connaissent très mal aussi notre base. Donc il y a ce travail de valorisation qui est fait, mais qui doit être accentué pour que cette base ait une véritable utilité aux usagers présents et potentiels. Voilà. Donc je vais déposer là pour la petite pause nos petites plaquettes. C'est toujours bien de les distribuer. Et puis n'hésitez pas à transmettre toujours le plus le message, même si nous, on doit continuer à travailler sur cette valorisation. Vous êtes les premiers à pouvoir nous aider, donc par BIBA, par tout ce qu'on va faire ensemble. Donc voilà, je crois qu'on a terminé. Il est 32 minutes. Juliette a remercié tous les participants, les personnes qui nous ont accueillis aujourd'hui. Donc je fais le relais aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Juliette.
Avant que nous fassions une pause, est-ce qu'il y a des questions qui pourraient s'adresser aux deux interventions Archirez et BER, BIR, au choix? Et bien sinon, vous pouvez tout à fait discuter avec les collègues autour d'un café? Non, peut-être pas. Ça fait beaucoup de café pour toute la journée, là, quand même. On va être en forme ce soir. Donc, on se retrouve à 15h20, tapante.